Bonjour à tous et bienvenue à Grand Angle, votre espace souvenir. L'émission qui vous propose chaque semaine un voyage dans le temps. Voyage entre hier et aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver ce soir. Qui a dit que le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir? Point de citation. Le chinois Xie Hui. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, Grand Angle rend hommage à un grand homme politique congolais, Camille Bongo, qui nous a quittés le vendredi 16 décembre 2022, à l'âge de 78 ans en France. Il est né le 22 novembre 1944 à Bokwele, dans le district de Mosaka, département de la Cuvette. Camille Bongo a été l'un des cofondateurs du Parti congolais du travail, ex-membre du comité central et du bureau politique, qu'il quittera finalement en 1989 pour créer son propre parti politique. Il s'était ensuite converti dans la culture, en créant les éditions Presse et Culture, en 1991 à Brazzaville, et devient plus tard président de la Société congolaise de philosophie, SOPHIA en sigle. Oui, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Point de citation. A dit un jour le roi Louis-Philippe. Ce soir, mesdames, messieurs, l'émission Grand Angle braque ses spotlights sur ce grand homme politique qu'a été Camille Bongo, pour sa contribution à l'histoire. C'est notre sujet du jour. La régie, c'est à vous. Camarade président, il y a un an, votre accession à la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine avait été accueillie par notre peuple, toutes aux couches sociales confondues, avec une légitime fierté. L'effet de communion nationale qui en résulta confortait chacun de nous dans la profonde conviction qu'à travers l'hommage rendu à votre action persévérante au service des peuples africains par vos pères, il était investi d'une très haute mission au nom du continent, dans la mesure où les destinées du Congo allaient, pendant un an, se confondre avec celles de toute l'Afrique. Mais, camarade président, cet état de grâce ne pouvait étouffer complètement le léger frisson d'appréhension qui se manifestait de temps en temps en raison de l'immensité de la tâche qui vous était confiée dans une conjoncture générale très préoccupante. Aujourd'hui, en vous accueillant à votre retour d'Addis Abeba, il y a toujours la même fierté, mais l'appréhension a été remplacée par cette assurance que confère le sentiment d'une mission bien accomplie. C'est ce que les hommes et les femmes qui vont vous acclamer à l'aéroport et sur l'itinéraire qui conduit à la résidence présidentielle veulent vous exprimer en clamant leur satisfaction et en vous adressant leurs félicitations dans l'enthousiasme populaire pour l'œuvre accomplie. Une œuvre immense et dense, à la dimension des espérances de libération politique, économique et culturelle des peuples d'Afrique. Camarade président, dans le grand livre de la lutte nécessairement prolongée pour rendre à l'Afrique son rang, sa dignité, consolider son indépendance politique et économique et la doter d'armes appropriées pour affronter les défis scientifiques et technologiques du XXIe siècle, votre mandat occupera une des pages les plus belles écrites par l'OUA.
Aucun problème actuel de notre continent n'a été laissé de côté pendant ces 12 mois dans votre quête constante pour accélérer les mutations et la maturation des événements dans le sens de la sauvegarde des intérêts fondamentaux des peuples africains. Nous n'avons pas la prétention de refaire ici maladroitement ce que vous venez de faire avec brio devant vos pairs à Addis Abeba, le bilan de votre mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais comment ne pas évoquer vos nombreuses initiatives visant à mobiliser toutes les forces vives de l'Afrique dans la lutte pour le sursaut du continent? Comment ne pas relever ici toute l'activité diplomatique que vous avez déployée pour trouver des solutions aux grands problèmes actuels de l'Afrique? Comment ne pas applaudir la relance du panafricanisme, ce vieux rêve que tant et tant de générations de militants africains ont caressé comme unique voie de salut pour nos peuples? Camarades présidents, en prenant l'initiative d'organiser à Brazzaville les 2 grandes rencontres internationales que furent le premier symposium littéraire international contre l'apartheid et le premier congrès des hommes de science en Afrique, vous avez posé des actes d'une portée historique incontestable dans le cadre du combat pour la relance du panafricanisme, l'éradication de l'apartheid et le développement effectif du continent. Ce faisant, vous avez redonné confiance à l'intelligentsia africaine en la réinstallant dans le combat global que mènent les peuples africains. Votre nom restera désormais attaché au combat multiforme qui mobilise les hommes de science pour contribuer à la libération politique, économique et culturelle du continent. Les hommages qu'ils vous ont rendus dans leur pure tradition constituent le meilleur témoignage de la reconnaissance des écrivains et des savants africains pour votre inestimable contribution afin de les réconcilier avec leur continent. Sur le plan diplomatique, vous avez, camarades présidents, déployé une activité d'une intensité considérable en tant que porte-étendard d'un continent aux prises avec d'innombrables difficultés en défendant avec conséquence la cause africaine sur tous les fronts et sur tous les continents. Fidèle à vos engagements, vous avez fait de la lutte contre l'apartheid un axe fondamental de votre action. Plaidoyer pour les sanctions économiques globales obligatoires, action pour le soutien au mouvement de libération nationale et pour le renforcement de la capacité de résistance des pays de première ligne, lancement du Fonds Africa. Vous avez multiplié des initiatives pour éteindre les différents foyers de tension sur le continent. Tchad, Sahara occidental, Afrique de l'Ouest, sans oublier la situation économique critique de l'Afrique qui a fait l'objet de plusieurs démarches en direction des pays développés et des institutions financières internationales. L'Afrique entière a salué vos efforts inlassables pour rallumer la flamme du panafricanisme, la rendre plus incandescente afin que, partout sur le continent, les ténèbres deviennent clarté. C'est ce qui justifie l'attention toute particulière que vous avez portée aux organismes sous-régionaux comme la SADC, au mouvement panafricain de la jeunesse et à la constitution des organisations panafricaines d'écrivains et de savants. Camarades présidents, votre action à la tête de l'OUA est de celles qui enflamment l'imagination
et marque les générations présentes et futures grâce à la portée historique des acquis et l'empreinte qu'il y laisse. La flamme et la générosité de votre enseignement en vue de réveiller les consciences et de redonner un élan de fierté et d'espérance à tout un continent oublié confère à votre action une dimension historique. À ce sujet, nous avons reçu de très nombreux messages de la base que la presse nationale exploitera. Camarade Président, en prenant en main vos responsabilités au niveau du continent avec la même conscience, le même dévouement, la même efficacité que vous dirigez l'édification d'un Congo libre et prospère, vous venez de renforcer la crédibilité d'une fonction à laquelle vous avez imprimé un contenu nouveau. Camarade Président, vous avez véritablement mérité de l'Afrique. Au nom du peuple congolais, du parti et du gouvernement, je vous présente mes très chaleureuses félicitations et vous dis merci. Gloire immortelle au camarade Marien Ngouabi, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Oui, pour le règlement intérieur, biso aussi to bandi conférence, aussi to compter bato bazana kati, to yebi batindami na banane, ba région, ba parti, bato à l'étranger, makambo bongi. Sikoyo il faut to banda, to sala mibeko ndenge nini tukosala na kati, pona ko kamata parole, pona ko voter bato, pona ko kamata ba mibeko ya mokili, to lingi to bongisa. Ya solo na kati wana mwa mindondo eko ya pona nini pona soki toyi ko sala mosala oyo mosala ngo yali mosala moko ya pamba ou bien yali mosala moko ekoki ko sepelisa peuple mobimba pona mosala ngo e sepelisa peuple mobimba e bongi soki to kamati décision awa décision yango e koma lokola mobeko ya mboka bato tout ba respecter likambo yango nakanisi na biso na bato ya PCT tokoyokana na wana puisque bango basi basalaki ba comité central balobaki na lopoto ba décision ya conférence nationale ekozala exécutoire elingi koloba soki bakamati mobeko yango ekosala makaka bon soki basi balobi ndenge wana bango bayaki na rôle dirigeant yete bokonzi ya mboka bapesi balekisi bokonzi yango na conférence nationale balobi sikoyo bino batata bamama bana bosi bosangani awa soki bokamati mobeko biso tokondima yango wana ni souveraineté ya conférence nationale moto soki aza mokonzi soki alobi na moto mosusu soki okamati mobeko ya makasi mobeko yango tokotika yango pembeni te elingi koloba nini na ngai mokonzi lokola nazali na boyo balandi ngai na se oyo ngai nazokomande bango bakoyoka mobeko wana mobeko yango il faut esalama yango wana tobenge yango na lopoto souveraineté bango moko balobaki na lopoto balobi les décisions de la conférence nationale seront exécutoires oyo biso tobandi awa premier ministre a répété biso lisusu likambo yango donc kobanga souveraineté yali tokocomprendre te mpona nini baza kobanga souveraineté toyi mpona kobongisa makambo ya mboka. Déclaration à la conférence nationale de l'Union pour le progrès et la République, UPR. Les rivages du grand fleuve Congo et de cet océan qui vit nos malheurs, le soleil ardent des tropiques, cette grande forêt équatoriale aussi féroce que féconde et par ailleurs gardienne de la vie sur cette planète, suffiront-ils à inspirer les conférenciers du grand rendez-vous national du 25 février 1991, désormais historique pour notre pays? Cette histoire des hommes de ce morceau de terroir qui nous abrite, qui se confond en réalité avec celle des contrées voisines et qui manque un rendez-vous avec elle que tout promettait, annoncera-t-elle réellement une ère nouvelle?
80 ans de colonisation, 30 ans d'indépendance, surajoutés au drame de la traite et à l'évolution synchronique de notre voyage depuis la nuit des temps, ont-ils produit des hommes et des femmes capables d'écrire de belles pages de l'histoire de ce beau pays? En clair, sommes-nous capables de relever les défis de notre époque, combler l'espoir d'un peuple aux prises avec les aspérités du monde actuel? C'est par ces questions à la nature et aux hommes que l'Union pour le progrès et la République interpelle la conférence et lui transmet le salut fraternel de l'ensemble de ses membres. Notre salut et nos félicitations s'adressent en premier à vous-même, Excellence, président du Présidium de la Conférence nationale, ainsi qu'à tous les membres de cette haute instance. Quand on est élu dans les circonstances que nous avons vécues, on le mérite vraiment. Votre tâche est lourde et ardue au regard des enjeux, mais nous savons compter sur votre expérience et votre probité pour que ces assises soient couronnées de succès. Chers compatriotes, nous autres qui avons exercé de hautes fonctions à un moment donné de la vie nationale, sommes prêts à répondre de nos actes, ainsi que des politiques conçues ensemble et réellement exécutées dans l'esprit et la lettre convenus, tout comme nous rejetterons vers leurs auteurs les actes posés en dépit du bon sens et contrairement aux options arrêtées collégialement. À ce sujet, nous répétons ici ce que nous avons déjà dit par ailleurs, à savoir, participer à une expérience politique et ne pas en assumer la responsabilité n'est pas honnête, tout comme est absurde l'attitude qui consiste à défendre la politique qu'on a combattue au sein d'un parti, les pratiques qu'on a dénoncées et les hommes qu'on a contestés et qui ont conduit le projet à la débâcle. Nous avions en notre temps tenu, et a-t-on dit bien tenu, les archives qui permettront aux générations futures de lire la vie politique de ce pays, ou plus exactement, une partie de cette histoire pour la période que nous avons maîtrisée. Le temps jouera peut-être avec le concours de l'honnêteté intellectuelle et l'objectivité scientifique en faveur de ceux qui ont servi honnêtement le pays, car ils existent malgré tout. Étant donné l'importance que nous accordons à la responsabilité individuelle, la conférence gagnerait à mettre en place des organes spécialisés chargés de dévoiler les mécanismes d'enrichissement illicite, les fraudes de tout genre en vue de la récupération de notre patrimoine spolié. Nous nous emploierons à y apporter notre concours. L'histoire des hommes est parsemée de drames et de splendeurs. La nôtre qui est encore à écrire n'échappera point à la règle. Elle ne sera pas l'histoire des journalistes, c'est-à-dire celle du temps présent, où le psychologique l'emporte sur le rationnel, mais celle des historiens, où l'examen des pièces est minutieux, l'analyse des faits critiques, l'intérêt de la démarche scientifique, les motivations saines et objectives. C'est pourquoi il n'y a pas à désespérer. Le peuple rendra justice, au moins dans son jugement fait sur la base de ce que retiendra, à partir du discours des historiens et de la ronde des jours, la mémoire collective de la nation. Pour l'heure, il y a le vécu immédiat. Nous rendons hommage à tous les orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Ils ont tous fait le bilan critique de notre passé récent, chacun avec les moyens que lui confère son expérience, sa culture, ses visées, son degré d'honnêteté, en tout cas son désir de bien faire. Chacun a fait valoir ses droits et il ne pouvait en être autrement. Il convient de rendre un hommage particulier aux délégués, aux personnalités venues de l'extérieur, dont la contribution à nos assises est pour le moment de très grande qualité. Nous aurions commis une faute collective si, comme beaucoup d'entre nous en avaient envie, nous les avions exclus de notre conférence. L'Union pour le progrès et la République, quant à elle, confesse d'ores et déjà l'erreur d'exclusion du vote dont ils sont victimes et les prie d'excuser la méfiance morbide qui nous a caractérisés, et ce n'était point sans raison, au début de ces assises. Chers compatriotes, ni dans les programmes du PPC de Félix Chikaya, du MSA de Jacques Opango, de l'UDEDIA-RDA de Fulbert Youlou, ni dans ceux du MNR et du PCT, encore moins dans les doctrines et les théories politiques qui ont animé les chefs des 10 partis politiques, il n'y avait place pour l'assassinat politique
et le détournement de fonds publics. Pourtant, le multipartisme a eu ses morts, le monopartisme les siens. Vous avez parlé si abondamment des méfaits de ces deux fléaux, l'assassinat politique et le détournement de fonds publics, causés à notre pays, à notre peuple, qu'il y a redondance à y revenir à nouveau. Merci, Excellence. Je réponds à une question qui m'a été posée par un certain Mongo Bobrov. Bon, si c'était seulement les autres intervenants, avant lui, j'aurais attendu les commissions. Parce que pour la petite histoire, il faut savoir que l'état de droit, ce sera autre chose que l'interpellation comme nous la faisons aujourd'hui, qui de toute façon peut-être ne donnera pas les résultats que nous escomptons. Mais parce que c'est M. Mongo Bobrov, je suis obligé de répondre en plénière. Il me posait la question de savoir où il invitait ceux qui se posaient des questions sur les surfacturations des marchés à se reporter à ma personne pour en avoir l'explication. Vous comprenez la suite. Bon, je vais simplement lui dire qu'à propos des marchés, il y a deux circuits. Il y a le circuit commercial et le circuit financier dans l'exécution. Au niveau commercial, il y a deux structures. Il y a la direction des marchés et contrats de l'État, d'une part, la commission des marchés et contrats de l'État, d'autre part. La direction des marchés et contrats de l'État est une administration centrale directement rattachée à la présidence de la République et la commission des marchés et contrats, j'en ai assumé la présidence pendant un certain temps. Cette commission est composée de hauts fonctionnaires de l'État. Il y a le trésorier payeur général, le directeur général du budget, le directeur général des impôts, le directeur général de la construction, un peu moins d'amateurisme s'il vous plaît, l'inspecteur général d'État, les représentants de l'UGSC, de l'URFC, de l'UNEAC. Ah, vous voulez les nouvelles, je vous les donne. Le contrôleur financier, le représentant de la sécurité d'État et des personnalités intuitives personnées. Lorsque j'y étais, il y avait le doyen Ndebeka, il y avait, je crois, M. Notte, il y avait le ministre Bita actuel, et je crois que la présence de M. Ndebeka était un grand avantage, hein, je vous signale. La commission se réunit sur dossier. Dossier introduit par les ministères et les entreprises. Deux sortes de dossiers, des dossiers après appel d'offres, des dossiers après consultation restreinte. Les dossiers sont défendus par ceux qui les introduisent. Les dossiers sont défendus à la commission par ceux qui les introduisent. Tantôt les ministres, tantôt les directeurs généraux, tantôt les chefs d'entreprise. Je me rappelle encore certains renvois de dossiers dont on a fait état ici, et je me rappelle encore le feu trésorier payeur général s'adressant à ceux qui ont défendu des dossiers de façon sévère. Ceci en présence de ce que nous comptons comme compétence
en la matière dans notre pays. Je me rappelle encore, et il y a des compatriotes dans cette salle qui ont défendu des dossiers, on aura l'occasion à la commission d'en discuter, qui ont défendu des dossiers, qui ont été renvoyés 3, 4 fois, qui ont fini par nous sortir l'argument d'autorité. Écoutez, nous sommes spécialistes, on peut daigner nous comprendre. Alors, donc s'agissant de la question posée, elle sera répondue par qui de droit? Par ceux qui ont défendu les dossiers à la commission. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que s'agissant des emblèmes du pays, tout comme Merci, Monsieur le Président. Je pense que s'agissant des emblèmes du pays, il s'agit d'une question sérieuse. Et elle concerne l'ensemble de notre peuple. C'est pour cela, Monsieur le Président, que je crois que les arguments historiques évoqués par les défenseurs des anciens emblèmes, c'est-à-dire ceux de l'indépendance, peuvent être examinés. De mon point de vue, je crois que lorsque approchait l'indépendance, au moment des autonomies, il y a eu une initiative française. Une initiative française de ne pas reprendre l'aventure indo-chinoise et l'aventure algérienne. Il a fallu des lutteurs africains pour imposer à la France nos indépendances. Mais seulement, les nôtres sont intervenus dans un cadre de concertation avec la France et s'agissant des emblèmes, historiquement, c'est la France qui nous les a octroyés. La composition de l'hymne national. La composition de l'hymne national, ainsi que le choix des couleurs, n'ont pas forcément été de la volonté de nos populations. Aujourd'hui, Monsieur le Président, au moment où nous pensons que nous devons aller résolument vers d'autres horizons, il conviendrait, parce qu'il s'agit du cri du cœur du peuple, de faire de sorte que des compétitions artistiques permettent à nos frères de rivaliser de capacité de création pour produire les nouveaux emblèmes de la nouvelle République. Voilà notre point de vue. Merci. Merci, Excellence. J'interviens ici pour répondre à deux préoccupations, celle de la cause et la mienne propre qui consiste à expliquer deux aspects
soulevées par l'intervention du lieutenant Iloki hier. C'est à propos de l'affaire de Wando. Excellence, avant de donner le compte-rendu succinct de ce qu'avait été notre mission à Wando, je voudrais dire que nous restons fidèles, notre délégation, au fait qu'il faut aller au dépassement et qu'il faut aller à la synthèse, je le réitère. Je fais une autre observation, c'est que la conférence doit considérer, à la suite des pédagogues, que la punition collective n'est pas une bonne chose et la non-reconnaissance des actes positifs posés est à proscrire parce qu'elle est contre le progrès par la suite. C'est en cela que je pense que l'attention attirée par M. Jean-Pierre Tister-Chikaya au départ, qui consistait à éviter l'amalgame, est à suivre. Donc, premièrement, les deux aspects soulevés par le lieutenant Iloki, à savoir l'annonce du port des galons par le capitaine Anga à Owando, qui aurait été faite par moi-même en compagnie du capitaine ou du lieutenant Ondele. Bon, je lui pardonne au lieutenant Iloki parce que il avait été arrêté et il m'a vu à la Cité des 16 lorsque je suis allé voir, plutôt retirer le colonel Ebaka pour venir m'aider dans la mission de dialogue à établir avec le capitaine Anga à Owando. En effet, à la suite de ce qui s'était passé à Owando et qui avait été annoncé à la portion centrale par les autorités locales, donc pas par nous à Brazzaville, des dispositions devaient être prises pour faire respecter ou faire régner l'ordre à Owando dans l'immédiat. Nous avions pensé à l'époque qu'avant toute intervention de la force, il fallait dialoguer. J'avais reçu mission de me rendre en effet à Owando. J'avais pensé qu'il fallait y aller avec le colonel Ebaka, qui par ailleurs était impliqué dans cette affaire, pour éviter à la ville de Owando des malheurs. C'est comme ça que le lieutenant Iloki m'a vu à la Cité des 16. Je crois que ceux qui se sont occupés de l'enquête, de même que les prévenus qui sont dans la salle, le colonel Ebaka m'entend, ou ceux qui sont à l'extérieur, ne m'ont jamais vu à la Cité des 16 en dehors de ce jour-là pour une mission de dialogue avec le capitaine Pierre Anga. Deuxième chose à relever, la menace de destruction d'Owando. Dans le contact que nous avons pris avec les autorités locales et avec la population, je vais expliquer notre plan tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de réunir ce qu'on appelle les corps constitués locaux, composés de fonctionnaires, et nous avions convié à cette réunion beaucoup de concitoyens de la ville de Owando, membres du parti ou des organisations de masse, ou des retraités. Comme je sentais que nous cheminions vers l'échec, j'ai porté à la connaissance de la population, à cette occasion, un certain nombre d'informations
sur notre dialogue avec le capitaine Pierre Anga. Et effectivement, au cours de cette manifestation, disons ce contact, j'ai dit la chose suivante. Deux choses d'ailleurs. Le lieutenant Iloki n'en a retenu qu'une. J'ai dit, il faut épargner à Owando un traumatisme. À la suite de l'insistance de deux jeunes gens, je crois l'un était de l'Inengue et un autre de Owando même, adoptant, disons, une attitude suicidaire, disant que eux, à la place de Pierre Anga, ils ne feraient pas autrement que résister et mourir l'arme à la main. J'ai dit oui, effectivement, c'est leur droit, c'était leur droit de penser comme ça. Mais la population d'Owando ne le mérite pas. Et j'ai pris un exemple, je leur ai dit, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'officier allemand commandant la garnison de Paris avait refusé la bataille de Paris. Et que il y a donc dans la morale des officiers certaines attitudes que l'on peut adopter même en cas de très grandes difficultés. Deuxième chose que j'ai dite, s'il y a une confrontation militaire à l'intérieur de Owando et que l'armée soit obligée d'utiliser des armes lourdes, à ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, la population de Owando va connaître de grandes difficultés parce que ce n'est pas des armes forcément précises. Et ce qu'il a évoqué, c'est l'aspect de la correction de tir que je leur ai dit. Je dis, quand on tire, on ne sait pas, ça ne tombe pas forcément sur l'objectif. Et ce que je leur disais, le capitaine Pierre Anga, qui est un officier, le sait très bien. Il vaut mieux, en désespoir de cause, opérer une esquive. Opérer une esquive pour éviter à la population d'Owando le traumatisme. Maintenant, quel était notre plan de négociation? Nous avions adopté 3 niveaux. Un premier niveau, c'est le contact direct additionné d'une, comment on peut appeler ça, d'une procédure traditionnelle. Le contact direct, c'était la discussion avec le capitaine Pierre Anga. Et la formule traditionnelle, c'était le contact avec le notable principal de Owando pour l'amener à concilier, disons, à faire de sorte que les esprits ne s'échauffent pas, qu'on arrête, qu'on apaise l'atmosphère qui prévalait à Owando et qu'ainsi il soit possible de négocier avec le capitaine Pierre Anga. Ensuite, j'ai téléphoné au capitaine et nous avons pris rendez-vous chez le notable. Ce rendez-vous, malheureusement, n'a pas eu lieu et j'ai compris pourquoi il n'a pas eu lieu. Il y avait, d'une part, une exigence de sécurité au niveau de la zone militaire de Owando et d'autre part, une exigence de sécurité aussi du côté du capitaine Pierre Anga. La zone n'autorisant pas que nous allions à la rencontre chez le Mouenet sans une escorte militaire. Parce que si nous arrivait quelque chose, c'est eux qui devraient répondre. Mais le capitaine Pierre Anga aussi, s'il y a en face de lui une ombre de militaires, il ne va pas accepter de venir négocier à ce moment-là, parce qu'il pourrait être pris. C'est pour cela qu'il y a eu échec. Alors, nous avons utilisé un deuxième niveau. Quand nous avons rendu compte, nous avons dit, bon, écoutez, nous ne pouvons pas
parlé avec le capitaine Pierre Anga directement. Nous avons été voir le général Yombi. Nous avons demandé qu'il nous aide dans ce travail, de même que nous avions amené le colonel Ebaka. Malheureusement, ni le colonel Ebaka, ni le général Yombi n'ont pu convaincre le capitaine dans la négociation. Ils sont présents dans la salle. C'est à ce moment que nous sommes rentrés, que nous avons rendu compte, et nous avons suggéré que, après nous, viennent les hommes de loi. Nous avons pensé que les avocats, les magistrats pourraient réussir cette opération de discussion avec le capitaine Pierre Anga et constituer une espèce de caution pour que le dialogue ait effectivement lieu. Et c'est la raison d'être à Ouando d'un certain nombre de magistrats et d'avocats. Eux aussi, ils ont échoué. Nous avons encore rendu compte et nous avons demandé qu'interviennent la famille et un certain nombre de concitoyens, des cadres originaires de Ouando. Quand ces compatriotes ont fait leur mission, ils n'ont pas été plus fortunés que nous. Alors, nous avons donc rendu compte et nous nous sommes retirés de la ville de Ouando. Mission non accomplie, mission infructueuse. Nous avons quand même, moi qui fus le chef de la délégation, j'ai pris la décision, et ça me coûtera cher par la suite, j'ai pris la décision de maintenir nos contacts avec le général Yombi, étant donné que nous étions repliés sur Brazzaville et que lui, il était resté à Ouando, il avait encore la possibilité d'épuiser un certain nombre de ressorts qui nous amèneraient vers une solution de conciliation. J'ai donc laissé un officier, un capitaine, à Ouando, avec une Land Rover, pour que le général, une fois que le général aurait retiré les armes qu'il y avait chez le capitaine Anga, cet officier pourrait convoyer ses armes jusqu'à Brazzaville et ainsi le prétexte d'une intervention musclée à Ouando était levé. Malheureusement pour moi, cette formule a aussi échoué. Et c'est ce qui fera dire à la commission d'enquête qu'en réalité, toute cette activité, constituait une espèce de manœuvre pour préparer, permettre au capitaine d'organiser sa défense, de préparer son repli et de faire échec à l'armée par la suite. Lorsqu'il y a eu les événements de Ouando, mon jeune frère était en prison. Vous avez, au moins vous les conférenciers présents à Brazzaville, écouté ce qu'il y avait comme atmosphère à Brazzaville, les meetings qui se sont déroulés et la difficulté que j'ai eue à présider un meeting ici même au perron du Palais des Congrès, où j'ai refusé de condamner ce qui se passait à Ouando parce que je n'avais pas d'huile à jeter dans le feu. J'ai conclu ce meeting en une seule phrase et à Brazzaville, tout le monde a bien suivi cela. Cela m'a bien poursuivi par la suite. Car en réalité, dans le présumé, dans le complot, j'ai fini pratiquement par me retrouver à l'intérieur même du complot. Non pas du côté du pouvoir, mais cette fois-ci du côté de ceux qui avaient fomenté le complot.
c'était un peu normal parce que, à l'intérieur des institutions, je n'avais pas vu clair dans cette histoire et j'avais eu l'occasion de dire que j'ai l'impression que dans cette affaire, les éléments probants du complot n'apparaissent pas clairement et qu'il fallait éviter de faire tirer les choses en longueur et faire de sorte que les rancœurs s'approfondissent. Quel que soit ce qu'on peut en penser. Pour avoir dit qu'il fallait éviter la bataille de Wando, si on peut l'appeler ainsi, pour avoir évité, pour avoir voulu qu'il ne se présente pas dans la région de la Cuvette un contingent militaire qui y reste longtemps et qui pourrait causer un certain nombre d'actes qui pourraient être des actes de dérapage. Pour avoir dit cela, je continue de dire que j'avais raison de le dire. Je continue de dire qu'il fallait continuer la négociation. Il est vrai que j'ai échoué, mais c'était avec la bonne volonté de réussir. Et ceux qui étaient de l'autre côté, le général Yombi, le colonel Ibaka, peuvent témoigner de cette partie au moins. J'avais un ami dans l'affaire, malheureusement, et cela ne pourrait peut-être pas faire de sorte que je sois un homme crédible dans la recherche des solutions, que je sois plutôt en train de protéger quelqu'un. Mais j'ai été heureux d'apprendre que ceux qui avaient été arrêtés ont été finalement libérés. Pour les amis de la cause, je crois que j'ai répondu à la question, de même que j'ai donné quelques précisions en ce qui concerne l'interprétation que le lieutenant Iloki a faite de certains propos que nous avions tenus à cette occasion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je m'aperçois que le compatriote qui a parlé hier au sujet des comptes en Europe n'est pas dans la salle. Je ne sais pas si ce ne serait pas intéressant que j'attende qu'il entre. C'est pour compléter sa proposition. Alors, s'il n'est pas là, il y a peut-être un petit problème. 2 minutes suffiraient. Bon, d'accord. Bon, merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez bien, je suis ancien dirigeant du PCT, président de la Commission des marchés et contrats de l'État. Il se dit à propos des marchés beaucoup de choses. Je voudrais rassurer la conférence que je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions qui seraient posées à ce sujet et dans la limite des compétences qui ont été les miennes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Monsieur le Président, vous avez demandé aux uns et aux autres de faire le mea culpa. Beaucoup d'intervenants vous ont suivi dans ce geste. Je savais ce geste noble lorsqu'il vous concernait, mais je ne donnerai pas le même qualificatif lorsqu'il s'agit de concurrents politiques. Vous me comprendrez, j'imagine. Au sujet de la proposition de notre frère Onkassa ou Bokassa, personnellement, je pense qu'il faut amender sa proposition.
que vous devriez retenir, c'est-à-dire accepter, y compris pour les anciens dirigeants résidant dans les pays européens, en tout cas en ce qui me concerne, accepter qu'il soit procédé au blocage de comptes et à leur contrôle rétrospectif de mouvements depuis ouverture. Autrement dit, il ne s'agit pas de les prendre aujourd'hui, il faut remonter un peu jusqu'au moment où le compte a été ouvert. Deuxièmement, puisqu'il ne faut pas faire preuve, s'agissant des affaires nationales, traitées au plus haut sommet, d'un amateurisme déroutant, je pense, Monsieur le Président, que le règlement intérieur prévoit ce qu'on appelle des commissions spéciales ou techniques. Dans cette salle, nous avons des compatriotes que nous avons délégués dans des institutions financières internationales pour leurs compétences, justement. Nous pouvons les utiliser, eux, qui pourraient savoir de quoi ils parlent. De même que nous pouvons utiliser M. Ankassa, qui, à mon avis, doit occuper professionnellement une position intéressante, puisqu'il mesure il mesure la température des fluctuations financières. Lui peut se mettre donc avec eux pour nous aider, surtout pour vous aider à faire une proposition qui mette en œuvre une procédure de récupération. Puisqu'il s'agit de fonds qui appartiennent au peuple congolais, qui font l'objet d'un endettement important, on ne peut pas reculer devant une telle question. Donc la proposition, c'est que nos compatriotes qui travaillent à la Banque mondiale, qui travaillent à la BEAC, peut-être éventuellement à BDAC, peut-être les banques locales, et M. Ankassa, peut-être d'autres compétences, sait-on jamais, se mettent ensemble et fassent une petite proposition à vous soumettre pour qu'on aille de l'intention à l'acte. Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ce soir, c'était l'hommage de grand-oncle à Camille Bongo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réécouter ce grand homme politique, ce grand intellectuel discret, peu bavard. Pour ce soir, je vous dis à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Oncle. Un fait troublant quand même. En effet, au moment où le 16 décembre 2022 se clôturait à Brazzaville, le colloque sur l'œuvre de son ami, le professeur Jérôme Hollandais, disparu en décembre 2017, colloque dont Camille Bongo a été l'un des initiateurs, à l'instar de Mme Julienne Hollandais. En effet, Camille Bongo, absent du pays pendant le colloque pour raison de santé, le même 16 décembre 2022, il rendait l'âme en France. Comment ne pas y voir un signe du ciel, un clin d'œil du destin? C'est ça la rencontre des grands esprits. L'autre moment fort à la clôture du colloque a été la lecture du message de la famille Hollandais, lu par sa fille. Ce message a été rédigé entre-temps, tenez-vous bien, par Camille Bongo, pour la famille Hollandais, avant son départ pour la France. Oui,
André Mallet a dit un jour, c'est le propre des grands esprits de prévoir. Point de citation. Pensée du jour. À notre mort, seules 2 choses resteront à jamais gravées dans les mémoires. La bonté que l'on a distribuée et l'amour que l'on a reçu. Point de citation. Joël Laurencin. Mesdames, Messieurs, une fois encore, merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, Mesdames, Messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Quant à moi pour ce soir, Mesdames, Messieurs, je vous dis ciao, ciao.